Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour votre journal d'actualité du Distri. Au sommaire, notamment Gingin qui cherche de l'argent pour son stade, la fête des voisins qui se tiendra le 25 mai et notamment 12 représentants de peuples autochtones réunis à Nyon. Objectif, préserver la nature. On y reviendra en fin d'édition. La municipalité de Gingin sollicite un crédit de 3,5 millions de francs pour réaménager son centre sportif, une somme qui représente la moitié du coût réel du projet. Pour en parler, deux invités, à commencer par Madame la syndic de Gingin, Claude Pirle, bonjour. Bonjour. Et avec nous, Daniel Krebs, bonjour à vous, municipal en charge des sports. Alors commençons avec vous, les contours de ce projet. À quoi, pour autant que ça se fasse, ce nouveau centre sportif va-t-il ressembler ? Il va ressembler à quelque chose de magnifique parce que voilà, on a un réel besoin à Gingin de ce réaménagement sportif, à savoir qu'actuellement on a 2 terrains qui sont utilisés par un club de foot qui cesse de progresser en effectif. Donc c'est vrai qu'actuellement ils n'arrivent plus à répondre aux sollicitations des joueurs, enfin de toutes les équipes qui doivent utiliser ces terrains. Alors l'objectif c'est à terme 3 terrains de football, dont 2 synthétiques, un terrain de basketball, un parking qui serait agrandi, 2 nouveaux vestiaires. Et ça c'est encore une autre étape, mais on parle d'une salle multisport. Ça c'est de la musique d'avenir, mais c'est en tout cas dans le pipeline. Ça peut peut-être interloquer les personnes qui sont en dehors de Gingin, de dire mais Gingin finalement c'est un village. Est-ce que c'est véritablement le lieu pour créer avoir un tel investissement et créer un tel centre sportif? Absolument, à savoir que déjà ces installations elles datent de plus de 30 ans en arrière. Alors c'est vrai que c'est une connotation qui est très football, hein, mais il y a d'autres utilisateurs qui vont pouvoir profiter de ces installations. Vous parliez de 2 terrains synthétiques, je rectifie quand même, c'est un seul terrain de synthétique, on sait que ça coûte quand même assez cher. Mais oui, le FC Gingin, c'est la plus grande société des communes d'Asse-et-Boiron, hein, avec passé 300 adhérents. Donc c'est sûr que dans tout le district, il y a plus de 39, sauf erreur, communes qui accueillent des joueurs au FC Gingin. Donc voilà, c'est vrai que c'est important, c'est un projet qui est clairement régional, qu'il faut qu'il se fasse à Gingin. Ouais, et puis ceux qui en douteraient, il faut rappeler que le sport fait partie de l'ADN de la commune depuis de nombreuses années. Hein. Alors bien évidemment, on connaît nos sportives notamment et d'autres. Les Serge Pronger, on citera Joe Wilfried Tsonga qui habite la commune par exemple. Oui, tout à fait. Claude Pirle, la séance au conseil communal était quand même relativement houleuse. Hein. Il y a eu pas mal d'émotions durant les discussions. Il y a une chose qui vous a quand même passablement heurté, vous personnellement, c'est la volonté du Conseil de faire une cogestion. Et ça, vous êtes monté au créneau en disant que c'était hors de question parce que vous n'en vouliez pas et parce que c'est illégal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même où est la gestion, cogestion. La ligne est vraiment des fois très très fine. Hein. Mais je pense qu'on va pouvoir résoudre ce problème sans problème, si je peux dire. C'était pas par rapport directement au projet lui-même. Hein. Oui. Ou aux différents projets, mais plutôt par rapport au plan des dépenses d'investissement qui, lui, n'est pas du ressort du conseil, mais de la municipalité. Voilà, chacun à sa place, c'est un peu ce que vous nous dites. Chacun à sa place, chacun son rôle, c'est pas pour rien qu'ils existent, ces 2 rôles. Alors, là, vous sollicitez donc 3,5 millions de francs, je le disais en introduction, c'est qu'une partie, en fait, du coût réel. On parle de 8 millions de francs, sans compter la salle multisport qui serait devisée à 1,4 million. En l'occurrence, le reste des fonds, au-delà de ces 3,5 millions, où est-ce qu'ils vont pouvoir être trouvés ? Alors, bon, c'est là le nœud du problème. Hein. Il faut qu'on aille un petit peu, on doit aller à la recherche de tous chez les différentes personnes. Alors, il y a 315 000 francs. Le Fonds du sport a déjà sport, dit qu'ils nous soutiennent pour ça. Ensuite, on veut quand même aller vers l'AIAB, l'Association intercommunale Asse-et-Boiron, voir si ils pourraient financer, disons, l'autre moitié, hein, mais à voir encore. Le projet n'a pas encore été présenté. Il a été présenté, mais on n'a pas fait la demande officiellement. Oui. Ensuite, d'autres mécènes, voir un petit peu, approcher différentes
instituts, différentes entités qui dévoluent dans le sport. Voilà, donc là, vous partez avec votre bâton de pèlerin, en quelque sorte. On va partir avec notre bâton de pèlerin. Voilà, pour convaincre les investisseurs. Denis Krebs, quels sont les arguments qui sont mis en avant, par exemple, pour un investisseur privé, de dire pourquoi un investisseur privé devrait mettre son argent dans ce projet? Je crois que c'est clairement la jeunesse qui est là, c'est l'avenir de toute une région, pour la commune, pour tout le monde. On sait que oui, c'est les jeunes qui sont clairement à l'avenir de tout ça. Donc oui, encore une fois, il n'y a pas que le foot. On a parlé de terrain de basket, on parle de beach volley, on parle les écoles aussi qui vont pouvoir profiter de ces installations. Donc clairement, il faut aller de l'avant avec ça. L'importance, vous l'avez dit, de mettre aux normes aussi certaines installations, de pouvoir répondre à une demande qui est réelle. Dans toute la région d'ailleurs. Voilà, mais c'est courant, c'est actuel. Maintenant, le monde va tellement vite, etc. Donc, c'est vrai que toutes ces normes qui sont imposées maintenant, aussi pour le foot, on a des filles qui jouent au foot, donc c'est des vestiaires séparés. Les arbitres peuvent plus se doucher comme à l'époque avec les joueurs. Enfin, il y a tout ce genre de paramètres à tenir en compte, bien évidemment. Et ça implique justement, notamment, ces investissements. Alors, c'est un ensemble de paquets d'investissements, Claude, Pierre, qui sont proposés. Là, on parle des 3,5 millions, mais on va citer aussi les 284 000 francs pour la rénovation de façades, des stores, portes et fenêtres, 145 000 francs de crédit d'études pour la construction d'une UAPE, c'est une unité d'accueil pour écoliers. Ça, c'est aussi un élément important, au-delà de l'aspect purement sportif. Les aspects financiers. L'aspect de l'UAPE en particulier. Pour nous estimons que c'est urgent. Nous avons une salle qui est trop petite pour accueillir le nombre d'élèves qui pourraient venir justement à l'UAPE. Et c'est important que nous ayons un complexe, enfin petit, mais qui serait dévolu uniquement à l'accueil des enfants. Quel est votre sentiment par rapport à l'accueil auprès de la population de tous ces investissements ? Écoutez, en tout cas pour l'UAPE, je pense qu'elle sera très positive parce que c'est un vœu aussi de pérenniser notre école, c'est-à-dire qu'en libérant une UAPE, on peut permettre justement à d'autres élèves de pouvoir venir. La démographie galope en ce moment, donc, et toute la population est pour. Oui. Si on évoque d'autres éléments liés à l'actualité de Gingin, on citera l'auberge. Oui. L'auberge de la Croix-Blanche qui, dès cet automne, va fermer. Oui. Les tenanciers prennent leur retraite, donc c'est l'occasion pour la commune de rénover cette auberge qui en a un petit peu besoin. Et après, évidemment, il faut trouver de nouveaux tenanciers. Oui, absolument. Et ça, c'est encore... on n'est pas encore dans cette phase-là. Bien sûr, chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Mais on sait que c'est un sujet sensible. Dans beaucoup de communes, on voit qu'il y a un changement de génération. Oui. On est à un moment crucial. Parce que c'est pas simplement tenir un bistrot, une auberge, c'est un vrai lieu de vie dans un village. C'est un lieu de vie, c'est aussi l'ouverture vers notre centre historique. C'est au début, c'est avec une magnifique terrasse et tout. J'entends, c'est très couru. Et puis la population y tient terriblement, les autorités également, évidemment. Et on citera enfin un autre projet, c'est 6 logements dans l'enceinte du manège. Ça a été accepté par le Conseil. Ça a déjà été accepté par le Conseil. 6 logements, on doit le commencer à y travailler. Mais l'enquête publique, on l'a signé, donc il sera tout prochainement à l'enquête. Voilà, il y a donc de la matière et du travail à Gingin. On le voit. Merci beaucoup, Claude Pirlet et Denis Krebs, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je vous propose de rester à Gingin, où l'association Gingin Mon Village organise son traditionnel brunch géant à la ferme du château. Ce sera le samedi 26 mai. Le point sur les festivités avec Florian Cavalleri et Andrea Braslepot. Alors, Gingin Mon Village, c'est une association donc à but non lucratif, évidemment. On est environ 9 dans le comité d'organisation. On a une centaine de membres et plus de personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Mais on est vraiment une association qui a pour but de rassembler les gens. Donc, de faire connaître aussi le village de Gingin, mais de faire connaître aussi les alentours, les producteurs locaux, les associations hors du village de Gingin et vraiment de mettre en avant le village, les alentours et de réunir les habitants de Gingin et puis les habitants des autres villages. C'est une association qui est toute neuve, elle fête 1 an quasiment jour pour jour et elle a fait place, avant c'était la Société de développement de Gingin qui a fait place à votre association. Quel est le changement d'orientation entre une société de développement et une association telle que Gingin Mon Village ?
Alors la société de développement, donc elle a duré des années, hein. Et puis je sais que petit à petit les choses se sont un peu estompées parce que voilà, enfin la vie associative fait que les gens n'ont plus forcément le temps. Et puis pendant quelques années, c'est un peu tombé dans l'oubli entre guillemets. Et puis sous l'impulsion de Fred Grabert, qui était celui qui a créé la société de développement, en fait, il a relancé l'idée de recréer une association, mais qui était peut-être plus dynamique, en proposant plus d'événements. Et puis, du coup, sous son impulsion et sa motivation, il y a des gens qui sont venus et puis on a décidé de créer la société, Gingin Mon Village. Voilà. Alors justement, une association très dynamique, puisque vous me disiez que vous organisiez quasiment une fois par mois un événement. Alors ces événements, quels sont-ils ? Alors il y a des événements un peu de tous les genres. Il y a vraiment, alors il y a les fenêtres de l'Avent par exemple, mais le but c'est vraiment donc de réunir les gens de tous les âges, de tous les milieux sociaux et de faire en sorte que les gens se connaissent entre eux. Et donc du coup on propose des événements comme des journées de jeu avec la ludothèque de Nyon. 2 fois par année on propose aussi une sortie à Accrobranche pour les enfants à Signal de Bougie. On va proposer aussi des projections de cinéma cet été en plein air. On propose, comme je disais avant, les fenêtres de l'Avent. Enfin, il y a tout un tas de choses assez variées. L'objectif, c'est de créer un lien entre les habitants de ces villages, de créer finalement une vie villageoise. Et le prochain événement, c'est justement le 26 mai avec un grand brunch. Raison pour laquelle nous nous trouvons ici, c'est qu'il se tiendra dans la ferme juste derrière nous. Oui, la ferme de Château-Blanc à Gingin, chez la famille Weber. Et donc c'est un événement, en fait c'est un brunch en musique, donc c'est un brunch géant qui est pour tout le monde. Donc on a placé des flyers puis des panneaux un peu partout entre Gingin et Pignon. Et donc il y aura des artistes qui seront présents, dont Jérémy Kisling et un groupe de jazz manouche qui s'appelle Swing Maniac. Il y aura aussi un spectacle de marionnettes avec les guignols de Tante Ursula, donc pour les enfants. Et puis on travaille aussi avec des producteurs locaux, donc le panier gourmand du Petit Aisin, qui eux vont s'occuper de préparer justement des paniers sucrés, des paniers de brunch salés. Il y aura aussi l'atelier du bonheur de Karine Weber qui propose des confitures maison à tomber par terre. Enfin, voilà, on aura tout un tas de choses à proposer. Il y aura aussi un château gonflable, en espérant qu'il fasse beau. Château gonflable, musique, brunch, et puis voilà. Et puis voilà, mais il vous manque quand même quelques bras pour aider à l'organisation et plus largement des bras pour faire vivre cette association Gingin Mon Village. Alors si on est intéressé, comment on fait ? Alors il faut s'adresser à ginginvillage@gmail.com ou alors vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre page Facebook. Donc la page Facebook c'est Gingin Mon Village et là vous pouvez envoyer un petit message, on vous répond très rapidement. Et puis voilà, je crois que c'est les 2 manières où vous pouvez vous adresser à nous. Donc on cherche des bénévoles, un corps pour le brunch du 26, on est déjà pas mal, mais c'est vrai que si on a 5 ou 6 bras de plus c'est bien. Et puis c'est vrai que régulièrement on recherche des bénévoles justement pour l'organisation des événements parce qu'on en a un par mois, donc ça va assez vite. Et c'est vrai que régulièrement, on a besoin de personnes qui se proposent d'aider l'espace d'une demi-journée ou une journée dans une ambiance assez festive et chaleureuse. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre association Gingin Mon Village qui organise donc un brunch le 26 mai prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le rendez-vous est donc pris pour le 26. La traditionnelle fête des voisins, elle s'approche, elle se tiendra le vendredi 25 mai à Nyon et Prangin notamment. Objectif, favoriser les liens de proximité et les contacts entre voisins. Revue du programme avec Florian Cavalleri et Andrea Brasse-Lepont. Finalement, c'est très simple, c'est donner l'occasion une fois par année aux habitants de rencontrer leurs voisins. C'est vrai que de nos jours, les gens bougent beaucoup, déménagent, il y a de nouveaux quartiers qui se créent et puis on n'a pas toujours l'opportunité de côtoyer ses voisins ou les gens qui finalement vivent très proches de chez soi régulièrement. Donc c'est une opportunité de les rencontrer, d'organiser quelque chose. Et, l'idée a été lancée en 1999 à Paris, en France. Au fil des ans, ça a grandi. En 2004, c'est devenu la Journée européenne des voisins. La ville de Nyon a rejoint le mouvement en 2006.
Et puis ces dernières années également, conjointement avec la commune de Prangin, qui s'est joint à nous. Et, voilà. La ville n'organise pas elle-même de fête des voisins, mais soutient, fait office de promoteur pour cette manifestation. Donc on a à disposition du matériel, des affiches, des petits cartons d'invitation qu'on peut mettre dans les boîtes aux lettres, des ballons pour décorer, aussi quelques t-shirts, etc. Donc, et une liste de conseils qu'on peut donner aux gens. C'est bien parti, on a plus de 60 personnes qui se sont annoncées déjà pour organiser ça dans leur quartier. Ça va juste de l'apéritif dans le hall d'entrée à peut-être quelque chose de plus élaboré comme un dîner canadien ou une grillade dans le jardin. J'ai même une personne qui a annoncé vouloir installer un château gonflable pour les enfants dans leur quartier. Donc ça, c'est vraiment laissé au libre choix des personnes. Et nous, on soutient avec un petit peu de matériel et un petit cadeau aussi aux premières personnes qui se sont inscrites cette année avec des produits locaux pour les encourager à continuer et à s'investir aussi. Voilà, la fête des voisins qui se tiendra également à Gland. Gland qui participe aussi à la première édition nationale de la journée de la lecture à voix haute. Pour en parler, la municipale en charge des affaires sociales et culturelles, Isabelle Monet. Bonjour. Bonjour. Alors, fête des voisins tout d'abord, c'est le même principe qu'à Nyon et à Prangin. On va rappeler l'importance finalement du vivre ensemble et puis de connaître le voisin de palier, mais pas seulement. Voilà, mais tout à fait. La fête des voisins, c'est un événement qui a lieu maintenant depuis une dizaine d'années à Gland. On peut parler d'une Donc institution. voilà, tout à fait. Et c'est vraiment l'occasion pour les gens de faire connaissance avec leurs voisins ou d'entretenir les liens avec leurs voisins. On a pu se rendre compte au moment où le quartier d'Eikenot est sorti de terre, mais très vite l'association qui a vu le jour a voulu participer à cette fête pour que les gens apprennent à se connaître. Donc pour faciliter cette organisation de la fête, la ville de Gland met à disposition des bancs, des chaises, tout un matériel de décoration et puis propose vraiment l'aide pour amener les chaises, les tables pour que les gens puissent festoyer le mieux possible. Et puis il dépend beaucoup aussi de la météo. Bien sûr. Et puis on espère qu'il fera bon et puis que la journée sera agréable et puis que les gens pourront rester tard le soir pour de mieux en mieux apprendre à se connaître. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal et lié à la société. On est à l'ère des réseaux sociaux, du numérique, très facile de pouvoir joindre qui que ce soit. Et pourtant, on voit qu'il y a toujours plus besoin, en tout cas, de ce rapport et de cette présence physique avec les gens qui nous entourent. Mais oui, parce que finalement, on le voit très bien lorsqu'on est parent, mais très souvent, on a besoin de son voisin pour peut-être garder l'enfant un petit moment ou pour aider pour une course ou je ne sais quoi. Et c'est dans ces occasions qu'on apprend à mieux se connaître, à se faire confiance, et puis ça entretient tout ce lien qui est tellement important dans nos villes actuelles. Autre événement, je l'évoquais en introduction, le Festival national de la journée de la lecture à voix haute. C'est la première édition. Gland y participe. Oui. Alors quand on parle de lecture à voix haute, on pense par exemple aux histoires, aux contes, évidemment. Oui. Ça paraît tellement évident et simple, on se dit mais pourquoi un festival national ? Alors bon, il y a eu cette décision qui a été prise au niveau national de mettre en avant la lecture à voix haute, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une façon de faire passer un message, de la façon dont les personnes lisent. Le service de la culture et le service de la jeunesse ont décidé de porter cet événement au niveau de la ville. Donc il va y avoir des moments au niveau du service de la culture dans la matinée du 23 mai. L'après-midi, ça se retrouvera au niveau de la bibliothèque. Et puis on a des lectures, voilà, des ateliers. Je voulais vous parler du Carabouquin qui sera aussi sur place pour proposer des ateliers, pour montrer finalement tout ce qu'on peut découvrir au travers de la lecture à voix haute. Et puis aussi une chose qui est très intéressante, comme vous le savez, la ville de Gland a participé à tout un projet pour mettre en place des boîtes à livres dans tous les quartiers. Et c'est aussi l'occasion pour les parrains de ces boîtes à livres de rencontrer d'autres personnes pour en parler et puis en même temps pour organiser des moments de lecture à voix haute autour de ces boîtes à livres. Alors, c'est la première année, on verra bien quelles seront les retombées, mais je pense encore une fois, c'est une occasion de se déplacer, d'aller dans les quartiers, de proposer des moments de lecture, c'est faire vivre la culture. Naturellement, le faire vivre de manière vivante. On sous-estime aussi parfois l'importance de la lecture à voix haute pour le développement des enfants, par exemple. Tout à fait, oui. Mais on voit, on a tous été enfants et on se rappelle en fait des moments où nos parents nous lisaient la petite histoire du soir pour bien s'endormir. Mais en même temps, c'est aussi tout un message qui peut être passé de la part du parent vers l'enfant. Le fait de lire peut-être des histoires plus anciennes, de parler des histoires que ses parents lui lisaient. Donc c'est aussi un retour
retour vers son passé, vers ses moments de son enfance, c'est que bénéfice finalement. Un premier accès finalement à la culture dès le plus jeune âge. Voilà, tout à fait. La première édition donc, nationale de la journée de la lecture à voix haute, c'est, vous l'aurez compris, le 23 mai à Gland. Plusieurs ateliers lecture entre la bibliothèque communale et scolaire, des ateliers qui y sont prévus. Et vous l'aurez compris aussi autour des fameuses boîtes à livres. Merci beaucoup Isabelle Menet. À bientôt. Merci. Zoom à présent sur cette nouvelle initiative à Nyon, la création d'un jardin participatif dans le cadre d'une future maison des associations. Florian Cavalleri, Andrea Braslopo. Ici, on se trouve sur une parcelle de la commune de Nyon, 6 rue des Marchandises numéro 1, anciennement exploitée par les services sociaux de la ville de Nyon dans le cadre de l'accueil des requérants jusqu'en 2015. Ils ont cessé en 2017 et par un gros travail de fond réalisé par la commune, certaines associations de la ville de Nyon vont pouvoir bénéficier de ces locaux pour les exploiter et travailler ensemble. Alors on pourrait dire qu'on se trouve ici sur la maison des associations nyonnaises et c'est là que vous avez choisi de créer un jardin participatif. C'est quoi un jardin participatif ? Alors l'idée du jardin participatif, on réalise ces dernières années avec l'accroissement des problèmes liés à l'agriculture conventionnelle, qu'il y a une demande de plus en plus grande des gens qui habitent dans le milieu urbain aussi, de retrouver de la nature, parce qu'on est souvent obligé de prendre une voiture pour aller se balader en nature, aller en forêt. Les gens réalisent aussi que par l'activité potagère en ville, ils sont capables de retrouver ce bien-être aussi, qu'on perdait un petit peu au milieu de tout ce béton. Donc l'objectif, c'est de réunir tous les gens qui sont intéressés par une agriculture biologique et de créer quoi ? Alors de créer d'abord un espace partagé, vous l'avez dit, participatif, si possible avec intergénérationnel, On espère voir les générations se mélanger, les cultures aussi, parce que des gens seront sûrement intéressés à planter d'autres choses. L'idée étant surtout dans cette idée de participation que les gens puissent s'approprier le projet. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des gens qui vont travailler à mettre le jardin en place pour eux et bénéficier des fruits de l'exploitation, c'est qu'ils participent à ça. Parce que s'approprier le projet, c'est tout de suite y apporter une attention différente, je pense. Est-ce qu'il faut mais vraiment connaître l'agriculture, la biologie pour venir ici, ou est-ce que si on n'y connaît rien mais qu'on a juste envie d'apporter sa pierre à l'édifice, ça marche aussi? Alors je pense qu'on va casser un peu ces images d'Épinal et ces tours d'ivoire des spécialistes agronomes et tout. Non, je pense pas, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout à chacun peut apprendre et surtout apprendre en faisant. Donc c'est en faisant qu'on apprend, en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, c'est vraiment aussi cette idée-là de rapprocher les gens d'activités peut-être plus simples, moins techniques, qui peuvent être accompagnées par des gens qui s'y connaissent mieux, mais surtout essayer pour apprendre. C'est ça qui est important. C'est ce mardi que vous réunissez les premiers volontaires pour créer ce jardin, et c'est à l'initiative d'une association qui s'appelle les Semeuses d'Avenir. C'est qui cette association ? Alors, on n'a pas encore le statut officiel d'association, on est simplement un groupement citoyen, au départ de 2 personnes, un homme et une femme en l'occurrence, moi et mon amie Lorraine Jacquier. Et puis on a eu cette idée de créer un mouvement citoyen, dans l'optique peut-être de développer une coopérative plus tard. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on a pu bénéficier de l'accueil de la commune et des autres associations ici pour faire cette proposition-là. Oui, parce qu'il faut le dire, vous êtes soutenu par la commune de Nyon. Alors oui, c'est important. Je pense que déjà le simple fait que les associations aient pu récupérer cet endroit et nous pouvoir avoir y été accueillis est un travail de fond, à la fois des services de la cohésion sociale de Nyon et du développement durable qui ont permis en fait le travail de négociation avec la municipalité pour ça. Voilà. Quelles sont les prochaines dates clés concernant votre association ou ce jardin participatif ? Alors on a déjà un événement, je souhaite d'envergure, pas plus tard que demain soir, dès 18h30. Malheureusement, ça sera diffusé après. Mais surtout, le 1er juin, on aura l'inauguration officielle de ce lieu avec la présence de toutes les associations sur place. C'est encore en discussion au niveau du programme. Comment est-ce que ça sera présenté ? Comment est-ce que les gens vont pouvoir y participer ? Mais il y aura un événement d'importance le 1er juin. Et justement, la ville de Nyon inaugurera le 1er juin un nouveau local de quartier baptisé La Villa, situé à côté des classes tartines et face à la ludothèque, anciennement appelée Le Canyon ou Mama Africa. Ce nouveau lieu de rencontre entend favoriser le bien vivre ensemble entre les habitants, les cultures et les générations. Ils étaient 12 représentants de peuples autochtones du monde entier à se réunir à Nyon mardi, invités par l'association Nice Future. Leur objectif est d'alerter l'humanité pour préserver la nature. Florian Cavalleri. Le cœur du taux, c'est un pari, c'est l'idée de se rencontrer avec des peuples qui sont encore connectés avec la Terre et qui viennent des 5 continents et de s'enrichir mutuellement de manière à travers nos sagesses, mais aussi de manière concrète avec des projets.
L'objectif, c'est aussi d'en tirer des enseignements, de proposer des clés de lecture pour le futur. Alors, quelles sont ces clés de lecture? Peut-être la clé de lecture la plus importante qu'on a reçue de notre côté, c'est vraiment de comprendre que nous sommes dans une civilisation ici où nous avons beaucoup misé sur un formatage de la pensée. Nous vivons beaucoup dans la pensée et nous avons un peu oublié de vivre dans une présence à nos sens, à ce que l'on ressent, et donc à être connecté à notre entourage et à cette nature. Je crois que ces peuples, ce qu'ils ont de plus essentiel à nous faire retrouver, c'est cette présence à l'instant. Et quand on est présent à l'instant, quelque part la parole, elle a de la présence, donc elle devient sacrée. L'acte, il y a aussi une intention qui devient consciente, donc il devient construit pour le futur. Et évidemment, toute rencontre prend une autre dimension. Pour ma part, ce que moi je retiens, c'est vraiment une autre manière de travailler la gouvernance qui permet de sortir des prises de pouvoir, qui permet de sortir des égos, pour que chacun trouve sa place, pour que les décisions soient faites à l'unanimité. Ça, c'est d'une part une problématique qu'eux, ils n'ont pas du tout et qui est vraiment spécifique à notre civilisation. Et une autre connaissance qu'ils ont beaucoup souhaité partager, c'est leur connaissance du vivant. En discutant avec eux, on se rend compte que nos scientifiques maîtrisent peut-être 3% de ce qu'ils connaissent. Ils savent guérir des maladies que nous ne savons pas guérir. Ils savent soigner à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, mental ou physique. Et évidemment, ils savent sentir la nature, ce qu'on ne sait plus. On a invité autant des leaders spirituels qui sont extrêmement reconnus dans leur région, enfin dans leur continent même, et des leaders politiques qui sont en train de construire le futur et qui essayent de le construire avec nous. Une des avancées concrètes, c'est notamment une réunion avec Nespresso que vous allez avoir cette semaine. L'objectif, c'est quoi ? Alors l'idée, c'est d'essayer de faire du café avec des peuples premiers. Pour l'instant, on est vraiment à l'embryon de ce projet. Et donc de pouvoir aussi, évidemment, travailler dans cette dimension de partage à l'intérieur de cette entreprise. L'idée étant de pouvoir aussi peut-être changer les mécanismes chez nous, parce que vraiment en termes de gouvernance, ils ont une vraie sagesse. Et puis de pouvoir relayer avec un produit comme celui-là, tous les problèmes qu'ils rencontrent concrètement sur le terrain. Ils sont magnifiques, vos invités, ils sont venus avec leurs habits traditionnels, leur coiffe, mais est-ce que vous n'avez pas peur de tomber un peu dans le mythe du bon sauvage, de l'exhibition tel qu'on a pu le voir dans les années 1900 avec ces cirques qui proposaient des Indiens, des Noirs, etc., etc. Alors je crois que, en tout cas, nos invités n'ont rien à voir avec ça. Il suffit de les écouter, je pense, de leur donner la parole. Et je crois qu'une rencontre, c'est pas des images, ça se passe au niveau du cœur et au niveau du dialogue. Et il suffit de les écouter pour comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal d'actualité de votre district. Bonne suite de programmes sur NRTV. À la semaine prochaine.